Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir chez vous. Alors. Bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir chez vous. Voilà, je vais essayer ici de faire donner mon analyse par rapport au complément d'enquête d'hier soir. Il est vrai que la plupart des activistes, je pense que tout le monde a eu à faire son analyse là-dessus, mais comme le disait aujourd'hui Stéphane Zeng, j'ai suivi son analyse. Il y a plusieurs messages, plusieurs informations, pour certaines que nous connaissions déjà, pour d'autres que nous avons découvert, qui ont été révélées. Moi, je vais essayer de parler ici de d'abord l'aspect sur la France-Afrique, notamment sur ce qui se penche sur ce qui semble être plus intéressant pour certains Gabonais, au point de susciter leur entière préoccupation. Notamment ici, il s'agit du rôle que joue la France, soi-disant à vouloir, dans le souhait de déstabiliser Ali Bongo. Puis je voudrais aussi m'appesantir un peu sur la réelle fortune d'Omar Bongo qui, suite à la révélation aussi inédite de l'homme qui est depuis toujours considéré comme étant l'image symbolique de la France-Afrique, M. Bourgi, sur la déclaration faite que la fortune d'Omar Bongo ne s'élèverait pas à peu près à 400 et quelques millions d'euros, mais plutôt plus. Donc ici, toutes ces questions-là, je vais essayer ces deux points-là, je vais essayer de les partager avec vous et ici d'en discuter. Donc ça va être essentiellement ça. Tout d'abord, je vais revenir sur l'aspect de Robert Bourgi, qui ici estime, à tort ou à raison, pour certains, que la fortune d'Omar Bongo serait à plus de 400 milliards, disons 2 à 3 000 milliards d'euros. Je suis tout à fait et totalement d'accord avec ça. Et cette question, ou encore cette interrogation, je l'ai déjà eue depuis un certain temps, depuis bien longtemps déjà même. Et je me suis remis en question sur plusieurs fois, mais étant donné que ce qui semblait officiel, c'est-à-dire les médias et les personnes qui semblent avoir la méthodologie nécessaire et reconnue pour pouvoir faire ce type d'enquête et nous apporter ce genre d'informations, étant donné que tout le monde semble orienté sur quelque chose, on finit par comprendre ici que finalement ce qu'on nous présente généralement de manière ouverte sur les questions, les réalités de des problèmes africains n'est qu'en fait la face visible de l'iceberg. Et la face cachée de l'iceberg reste toujours, comme l'indique son nom, cachée. Voilà. Omar Bongo, en 40 ans, n'aurait pas amassé plus que 400 millions d'euros, soyons sérieux. 400 millions d'euros, ce sera à peu près dans les 700 millions de dollars. Donc, vous voulez me dire qu'en 40 ans, la famille Bongo a pu amasser la même fortune que P. Diddy, voire même moins que P. Diddy?
Ok? Vous voulez me dire que en 40 ans, la famille Bongo a amassé une fortune moins que celle de Rihanna? Moins que celle de Jay-Z? Donc vous voulez me dire que Jay-Z, l'entreprise de Jay-Z comparée à l'entreprise de Bongo, hein? L'entreprise de Jay-Z comparée à l'entreprise de Bongo est nettement 40 ans plus importante, plus efficace. Si on quand même de revenir sur des réalités. Il faudrait qu'à un moment donné, les gens arrêtent de prendre des gens pour des idiots. Peut-être les peuples africains, c'est parce qu'ils ne, pour le moment, l'instinct animal qui les anime, pour ne pas dire l'instinct humain qui les anime, c'est de pouvoir se nourrir, se vêtir, dormir, avoir un abri. Ils n'ont pas le droit de rêver à l'avenir, ils n'ont pas le droit de rêver à l'avenir de leurs enfants, à leur progéniture, si ce n'est que de vivre le jour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange demain, où est-ce qu'on va dormir cette nuit. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, des personnes se sentent obligées de traiter, de manipuler, mais surtout de sous-estimer la capacité intellectuelle d'analyse de ces peuples-là. Je vous repose la question. Un homme qui a géré le manganèse, le pétrole, l'or, le diamant, le bois, les entreprises, des banques, les assurances, le mobilier, en 40 ans, pour ne pas dire 50 ans, aurait amassé que 400 millions d'euros. Quand je pense qu'une personne comme Jay-Z a vendu des albums, d'accord? Une personne comme Jay-Z a produit des artistes pendant je ne sais pas combien d'années sur sa carrière musicale, sans compter tout ce qu'il a vendu comme marque de fabrique et tout. Il est à plus de 600-700 millions de dollars. Alors vous voulez me faire comprendre que Bongo, devant lui, avec l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, des parts dans les entreprises, des actifs un peu partout à travers le monde, aurait amassé qu'à peu près aurait amassé que 400 millions d'euros. Donc lorsque Robert Bourgi parle de plus de 3000 milliards d'euros, je suis d'accord. Plus de 3 milliards d'euros, je suis d'accord parce que cela correspond exactement à ce qu'aurait pu amasser ce personnage pendant tout ce temps, connaissant ce qui était en sa gestion, en sa possession, tout le temps qu'il a été président de la République. Donc c'est tout à fait logique. Mais ce que nous devrions retenir de cette information, messieurs, ce n'est pas pour dire que Robert Bourgi, comme pour certaines personnes, diffame aujourd'hui ou encore se plaint aujourd'hui parce qu'il aurait été écarté de la France-Afrique par Ali Bongo. Mais non, ce que vous devriez comprendre ici, c'est que les informations que les médias français, il ne faudrait pas faire l'amalgame dans les choses. Ce reportage est très important et surtout très productif. Important pourquoi? Important parce que ce reportage ici, d'une certaine manière, a su nous ouvrir un certain nombre d'éléments sur Ali Bongo, sur la situation du Gabon, mais surtout sur la position peut-être pas très claire de la France face à la réélection de force ou encore face au vote de l'élection d'Ali Bongo. Ce reportage ici, surtout l'aspect et la publication, la validité et l'autorisation de l'entité qui a permis de mettre en place ce reportage nous permet de comprendre de manière un peu plus claire la position de la question publique française, dis-moi, la position de la question publique française sur l'élection d'Ali Bongo au Gabon. Ici, ouvertement, si la chaîne de télévision, comme l'expliquait Stéphane Zeng aujourd'hui, public
bouleversement de la situation qui était déjà catastrophique pour Ali Bongo, de manière ouverte comme ça, c'est pour une manière de donner encore un point de vue plus que clair sur la position de la France publique. Vous savez, et là, quand j'ouvre cette parenthèse, c'est pour tomber maintenant sur le second sujet qui était la France-Afrique. Vous savez, la France-Afrique, c'est qui réellement? Ça, c'est selon mon analyse à moi. La France-Afrique, c'est qui? Pour nous, on nous fait comprendre que la France-Afrique, c'est la France qui a des intérêts et qui tire profit de manière unilatérale sur... Ouais, tout à l'heure, là, j'ai été coupé. Hein, je ne sais pas trop à quoi cela a été dû. Peut-être... Bon, voilà. Je vais essayer de revenir là. Donc, je vais parler de l'intérêt, de la compréhension, de la compréhension du mot France-Afrique pour certaines personnes. Mais certainement, cette compréhension qui, selon mon avis, est fausse et fait en sorte que le débat, comme les personnes qui veulent nous faire comprendre ou qui veulent nous donner cette définition, voudraient bien que nous ouvrons le débat. Dans quel sens, dans quelle aile est-ce qu'ils voudraient bien que nous ouvrons le débat, nous ont demandé ou nous permettent ou qu'on nous oriente dans cette façon de faire qui est totalement fausse selon moi, parce que il faudrait qu'on reconsidère la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique ici? La France-Afrique, pour certains, pour nous, la plupart des personnes, c'est des intérêts, c'est la France qui, à travers un système, permet d'avoir un profit sur des conventions unilatérales sur ses colonies en Afrique. C'est-à-dire que c'est la France seule elle, qui tire profit de la France-Afrique. C'est ce que l'on veut nous faire savoir et c'est dans ce sens-là que on essaye toujours de nous faire savoir à travers les dirigeants qui se succèdent dans les pays, dans nos pays en général, qui ont la capacité de pouvoir rompre avec ce système. Et j'ai bien apprécié l'analyse, l'explication avec beaucoup plus d'arguments, certainement, qu'a donné Stéphane Zeng sur cette définition de la France-Afrique, mais surtout sur cette capacité à ce système de muter. D'accord? En réalité, comme l'expliquait Stéphane Zeng, la France-Afrique n'a jamais été en quelque sorte ni imaginée d'être mise en abolition, mais simplement de muter. En fait, la France-Afrique, c'est une entreprise qui change à chaque fois de dirigeant, qui change à chaque fois de gestionnaire. Chaque fois qu'il y a un président qui arrive, il vient avec son staff. Et c'est ainsi, parce qu'il vient avec son staff, que nous, on voit des personnes, des discours qui changent. On voit des personnes qui changent, mais on se dit que le système change. Et chaque personne, pour faire bonne impression, déclarera toujours de manière ouverte être la personne qui viendra mettre fin à un système qui en réalité tire profit, dont en réalité la France tire profit, mais surtout pas la France, mais encore que la France. De quelle France s'agit-elle? Est-ce qu'il s'agit de la France publique? Est-ce qu'il s'agit de la France privée? Parce que ce que moi j'ai appelé la France publique ici, la France publique, c'est la France au service public. La France privée, pour moi ici, c'est la France au service privé. Donc ici, il s'agit des présidents de la République qui se sont succédés au cours depuis ces 50 dernières années à la tête de la France, qui ont profité bel et bien à 100% au système dit France-Afrique, mais aussi aux entreprises privées, d'accord, aux entreprises privées qui ont été toujours envoyées dans les différentes, comment vous appelez ça, dans les différentes colonies françaises, justement pour essayer de garantir ou de tirer réellement profit de ces arrangements. Alors, donc, tout ceci représente ce que j'appelle ici le service privé. Donc, en fait, la France-Afrique n'a été, pour moi ici,
le profit a réellement été tiré par les services privés parce que ces services privés, à la fin, ce sont des comptes dans les îles Caïmans, des comptes en Suisse, des comptes écrans, des sociétés écrans à gauche et à droite. Ce n'est jamais rien d'officiel, rien de palpable, reconnu par le service du fisc français. C'est toujours des scandales fiscaux à gauche et à droite. Donc c'est ça en fait, d'une certaine manière, l'entité qui en a bénéficié. Mais la France-Afrique n'a pas seulement cet aspect où la France et ses intérêts, ou du moins la France et ses hommes politiques, ses hommes d'affaires ont bénéficié de ce système. C'est aussi un système où les pays, les responsables, les dirigeants des pays africains qui côtoyaient la France avec ce système politique bénéficiaient bel et bien. Et notamment Omar Bongo et les présidents d'Afrique centrale et d'autres pays d'Afrique francophone. Mais pour le cas d'Omar Bongo, c'est assez particulier. Quand je parlerai du cas d'Omar Bongo dans la question de la France-Afrique, je dirais qu'Omar Bongo est la preuve réelle, vitale, qui peut démontrer qu'au cours de son règne, du moins pendant une période de son règne, sinon la deuxième période de son règne dans la France-Afrique, Omar Bongo ici a été une personne qui en a bénéficié au détriment de ceux-là qui avaient eu l'idée de mettre en place ce système. Omar Bongo, dans la France-Afrique, dans sa deuxième phase, a été l'homme qui, au lieu que la France profite de ce système sur le Gabon, mais Omar Bongo s'est servi de ce système pour avoir un avantage plus considérable sur la France, mais pas seulement la France, mais aussi sur tous les pays africains où le système était installé. Omar Bongo était devenu une forme de noyau essentiel dans le système de la France-Afrique, dans la sphère décisionnelle de ce système. Si bien qu'il avait atteint le niveau de pouvoir prendre des responsabilités, prendre des décisions sur la gestion de la vie politique française. Ce qui fait qu'Omar Bongo, jusqu'à sa mort, pour sa deuxième phase dans la France-Afrique, a été un personnage incontournable dans les questions des affaires politiques de la France, mais surtout de toute la région d'Afrique francophone. Mais aussi dans la région d'Afrique anglophone, parce qu'il a commencé au bout d'un moment à pouvoir intervenir dans certains conflits dans ces pays-là. Et ce qui explique la raison pour laquelle, lorsque le premier documentaire sur la France, le documentaire sur les biens mal acquis, ça a été, comme l'expliquait Stéphane Zeng, une manière d'embobiner les peuples en disant que voilà, ça y est, le nouveau dirigeant français à cette époque-là vient pour rompre avec la France-Afrique. Et la preuve en est que aujourd'hui, les médias français commencent à dévoiler l'acquisition des biens mal acquis. Il faudrait que vous compreniez que selon moi, ça c'est selon moi, que tout ce qui a été fait, tout le bruit qui a été fait sur la question des biens mal acquis, tout le bruit qui a été fait sur l'héritage d'Omar Bongo, tout ceci, c'est pour nous désorienter du véritable problème. C'est pour nous désorienter sur la réalité qui est que les Bongos ne possèdent pas cette fortune que les médias ont bien voulu nous faire croire et dont on devrait se contenter. Parce que si, pour les Bongos, il est confirmé que Omar Bongo possède une fortune estimée à 400 milliards d'euros, ça veut dire que les 2000 milliards et demi qui sont pas déclarés, soit c'est une stratégie pour les Bongos de pouvoir cacher cet argent, soit c'est une stratégie pour la France de pouvoir récupérer cet argent illégalement. Donc, en quelque sorte, ce que j'aimerais ici dire au peuple gabonais, c'est que ce documentaire révèle beaucoup de choses. Et ces révélations, en rien, ne vont dans le sens de l'avantage, à donner l'avantage au Bongo. Non, pas du tout. Mais ne vont non plus dans le sens à vouloir donner de l'avantage à la France. C'est un documentaire ouvert, fait ici par les services publics français, et ça nous permet à nous
aux personnes qui ont la capacité d'analyse de pouvoir tirer des conclusions, mais surtout de pouvoir mettre en place des stratégies à pouvoir faire tomber de manière définitive un système qui a des ramifications partout dans l'Afrique. D'accord? Donc, bonjour à tous et bonjour à ceux-là qui m'ont dit bonjour tout à l'heure. Désolé, je n'étais pas en train de lire ce que vous avez écrit comme commentaire. Donc, en fait, ici, c'est juste une façon de nous faire comprendre que pour ceux qui veulent défendre ou qui veulent penser que si ce documentaire est sorti, c'est parce que la France aujourd'hui a été lésée par Ali Bongo qui souhaitait mettre fin à la France-Afrique. Écoutez, je vous invite d'aller sur la vidéo de Stéphane Zeng. Je n'ai pas envie de répéter ce qu'il avait déjà dit. D'accord? Je l'accorde le droit d'audience là-dessus. Stéphane Zeng a clairement expliqué les ramifications existantes actuellement qui permettent de démontrer de manière scientifique que la France-Afrique n'a jamais été abolie. Que la France-Afrique existe bel et bien et que ses ramifications sont peut-être même encore plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a des années, dans les années antérieures. Ici, Ali Bongo n'a jamais mis fin à la France-Afrique, n'a jamais même eu l'intérêt de mettre fin à la France-Afrique, sauf qu'Ali Bongo n'a pas été un aussi bon stratège qu'a été Omar Bongo en son vivant pour pouvoir gérer ou pouvoir tirer profit de ce système. Omar Bongo ne s'est pas seulement enrichi. Omar Bongo n'a pas seulement été n'a pas seulement été un pion de la France-Afrique comme on veut nous faire croire, mais Omar Bongo, à un moment donné, est devenu une tête pensante, voire même l'une des personnes les plus puissantes dans ce système de la France-Afrique. Ce qui lui a valu tous ces mérites dont on veut nous faire croire être le père le doyen d'Afrique, être l'homme de la situation à tous les conflits d'Afrique. Mais c'était n'importe quoi. Ce n'est pas qu'il était devenu le plus grand médiateur dans les conflits africains. Ce n'est pas parce qu'il savait parler ou il savait trouver des solutions. Non, c'est parce que Omar Bongo se servait des textes, sinon des stratégies de ce système pour pouvoir ramener ou rappeler tous ceux qui étaient dans ce système à l'ordre. Non pas parce qu'il était tellement stratège. Et ça, c'est une chose qu'Ali Bongo n'a pas. C'est une chose qu'Ali Bongo n'a pas et c'est aussi une chose que Omar Bongo n'avait pas en son temps. Omar Bongo, c'est avec le temps, après avoir sillonné dans les couloirs de l'Élysée, après avoir comment dire ça, après avoir pris corps. Donc ici, en fait, au cours de cette vidéo, c'était ce que je voulais d'abord expliquer, c'est ce que je voulais éclaircir pour les Gabonais qui aujourd'hui s'orientent vers un complot de la France contre le Gabon, contre Ali Bongo, parce que soi-disant Ali Bongo aurait été la personne qui aurait, parce que évidemment, ça c'est la communication que certains émergents ont aujourd'hui et c'est la communication que le gouvernement Bongo, le gouvernement putschiste va chercher à orienter le peuple gabonais, qu'il s'agit d'une forme de coup d'État, d'une forme de coup de théâtre de la France, parce que aujourd'hui la France n'est pas celle-là, n'est plus l'orientation de choix de partenarial du Gabon comme l'a toujours été auparavant, et que Ali Bongo est la personne qui a mis un terme à cela, et c'est la raison pour laquelle quand on cherche à vilipender le nom d'Ali Bongo, quand on cherche à créer des problèmes dans la vie privée d'Ali Bongo. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce documentaire est un documentaire qui ouvre les portes à plusieurs formes d'analyse, mais des analyses positives. Ce que je vais dire ici, quand je parle d'analyse positive, je parle ici de la France, du peuple français qui s'est fait berner, d'accord, du peuple français qui s'est fait berner par ses dirigeants, mais au détriment de leur vote, mais aussi des peuples africains qui se font berner par leurs dirigeants au détriment de leur vote, que ça soit parfois le plus souvent c'est imposé,
d'accord, mais en général au peuple qui aspire à la liberté, qui se font berner par ces deux entités, ça veut dire les dirigeants français et les dirigeants africains. C'est ça, c'est un documentaire neutre qui vient ici recentrer le débat politique, qui vient ici remettre les choses à l'ordre. Donc, ici, les questions ou encore l'aspect ou encore l'analyse que certaines personnes veulent avoir sur la question, soit disant que ouais voilà c'est un montage ou c'est pour créer des problèmes à Ali Bongo ou je sais pas trop quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On vous parle d'une révélation extraordinaire. On vous dit qu'un chef d'État n'a pas pu avoir son baccalauréat. On vous déclare, on vous raconte, c'est pas un Congo-ça, mais on vous dit clairement que Ali Bongo n'a pas pu avoir son bac. Son bac a été obtenu par un moyen assez douteux. On vous le dit comme ça. Ça veut dire que si Ali Bongo n'a même pas pu obtenir son bac de manière officielle, et que lorsqu'on parle de la vie scolaire d'Ali Bongo, on ne parle de cela que dans cette période, sa période du secondaire, mais on ne vous parle pas de sa vie universitaire. On vous dit que suite à cela, il s'est rendu au pays, il est retourné au Gabon, où il était avec son père, auprès de son père. Il est devenu une sorte de chargé de mission. Voilà. Et Robert Bourgi revient en disant que, écoutez, ce qu'il faisait, c'était quoi? C'était rapporter des lettres, rapporter des colis, des trucs comme ça, et transférer des messages assez simples. Très simples. Quand c'était compliqué, on trouvait quelqu'un d'autre. Lorsqu'on vous fait cette révélation, ici, c'est justement pour que vous compreniez que c'était une personne qui n'avait pas la capacité à pouvoir traiter un problème intellectuel. D'accord? Et s'il n'avait pas la capacité de pouvoir traiter un problème intellectuel, c'est sûrement parce que c'est une personne qui n'avait pas la capacité de pouvoir aller à l'université. Du moins qui n'est pas allé à l'université, ou du moins il est allé de nom, il s'est inscrit, mais il n'a jamais fait des véritables études universitaires. Ça, c'est une révélation forte. Lorsqu'on vous dit qu'Ali Bongo prétend avoir eu un doctorat, je ne sais même plus en quoi là, c'est quoi le truc? Ils ont dit qu'il a eu un doctorat en quoi là? Bon, pour ceux qui ont en géographie ou en droit je sais pas trop quoi, droit historique, je sais pas trop. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Ali Bongo a passé sa vie, le clair de sa vie, à faire de la musique. Je n'ai rien contre les musiciens, non, au contraire. Mais c'est inventer une vie qui n'est pas la nôtre, c'est inventer un personnage qui n'est pas le nôtre, un personnage qui n'est pas le nôtre, dont je suis contre. C'est entraîner un pays dans la faillite totale parce qu'on n'a pas d'expérience, parce qu'on n'est pas apte, on ne possède pas les aptitudes à pouvoir le faire. C'est ce dont on est compte et qu'on nous oblige à suivre la personne. On nous impose l'individu. Lorsqu'on dit non, il se permet de nous tirer dessus. C'est de ce dont moi je suis contre. Donc ici, en gros, ce que je cherche à dire, ce que j'essaie de dire là depuis un bon moment là, depuis que j'ai lancé le direct, c'est que nous devons nous orienter sur des choses qui peuvent nous apporter. Et les choses qui peuvent nous apporter, c'est des éléments aussi importants, pas forcément que les Gabonais ignoraient. Nous savions tous qu'Ali Bongo était bête. Nous savions tous qu'Ali Bongo était nul. Nous savions tous qu'Ali Bongo était un voleur. Nous savions tous qu'Omar Bongo a détourné de l'argent. Nous savions tous qui était Ali Bongo. Mais bon, jusque-là, moi j'ignorais complètement qu'il n'avait pas eu son baccalauréat. Ça explique la nullité de l'individu. Il parle de motivation, je n'ai jamais été motivé. Mais attends, toi en tant que président de la République, tu viens parler à la télévision en disant que je n'étais pas motivé dans les études et tu penses prétendre pouvoir motiver la jeunesse gabonaise à pouvoir étudier.
Ça explique pourquoi Ali Bongo ne juge pas l'intérêt de pouvoir construire des écoles. Ça explique pourquoi Ali Bongo ne juge pas l'intérêt de pouvoir construire des universités. Ça explique pourquoi Ali Bongo ne trouve pas l'intérêt de pouvoir ouvrir des centres de formation, des centres de recherche au Gabon. C'est parce que c'est un homme qui n'a jamais été motivé, selon ses propres dires, par l'idée de la formation, l'idée de la réussite par les études. C'est un homme qui est motivé par la musique. Si bien qu'il se sent obligé de dépenser 35 000 € le jour qu'il va faire ses répétitions. Sans compter le carburant, le déplacement de l'avion qui le prend du Gabon à l'Angleterre. Sans compter, vous savez combien ça coûte de déplacer cet avion? Est-ce que les Gabonais s'imaginent combien ça coûte de déplacer l'avion présidentiel? C'est pas une voiture. Et Londres n'est pas le Cameroun. Vous savez combien l'État gabonais paye en francs CFA pour faire partir Ali Bongo pour aller faire ses répétitions de musique? Payé à 35 000 € la journée? Est-ce que les gens réalisent cela? Quand vous parlez est-ce que quand Ali Bongo a invité les journalistes à pouvoir le filmer en pleine répétition, vous pensez qu'il voulait faire quoi? Qu'est-ce qu'il s'attendait? Ali Bongo, c'est quelqu'un lorsque M. Focard lui pose la question que monsieur le Président, comment avez-vous fait comment justifiez-vous toute cette fortune? Il répond avec arrogance. Est-ce que j'ai l'air d'un homme pauvre? C'est l'arrogance des Bongo. C'est-à-dire qu'un Bongo, même quand il y a une information qui peut le porter atteinte ou qui peut le condamner, il se sent toujours fier de vouloir revendiquer cela. Parce que c'est plus fort que les hommes, les personnes qui ont atteint un niveau d'arrogance dans leur vie, se sentent toujours obligés de vouloir revendiquer même ce qui n'est pas bien. Quand Omar Bongo a invité les médias à aller en Angleterre, ce n'était pas forcément parce que il voulait montrer qu'après les élections, il y avait la possibilité de voyager à travers le monde. Il y avait la possibilité de pouvoir aller en Angleterre, même si les Français ne le voulaient pas de moi. Donc, veuillez m'excuser, un problème de connexion. Donc, en gros, ici, ce que moi, je cherche à faire comprendre au peuple gabonais ici, c'est que nous sommes face à un individu qui n'est pas conscient du mal qui se fait à lui-même, mais surtout du mal qu'il fait à notre pays. Donc, pour les personnes qui se sentent obligées de défendre Ali Bongo, c'est une connerie, c'est une perte de temps. C'est une connerie, c'est une perte de temps. Parce que nous avons atteint un niveau dans la compréhension de certains individus qui veulent me faire comprendre que le Gabon, aujourd'hui, les élections sont passées. On pose la question à Ali Bongo de savoir où se trouve l'argent qu'il a promis, le fameux héritage qu'il a promis reversé à la jeunesse gabonaise. Comme il estimait que le peuple gabonais, tous sommes héritiers d'Omar Bongo. Ali Bongo est incapable de pouvoir, il est incapable, 2 ans après, de pouvoir vous dire que nous avons versé tant. Nous avons versé tant à l'association, une association qui n'existe nulle part. Mais c'est parce que le personnage est bête. Je pense que Ali Bongo, il est vraiment bête. Lorsqu'on lui pose des questions aussi flagrantes, il n'arrivait même pas à comprendre que c'était un montage, c'était un piège qu'on est en train de le monter parce qu'il est bête. Ali Bongo qui est bête. Tu es vraiment bête. Et comme chef d'État africain, tu es la honte de tous les chefs d'État africains. On te pose une question piège, mais tu es trop bête. Tu es bête. Comprenez? C'est pas possible. C'est simplement parce que tu n'as pas la capacité, la joie d'esprit à comprendre ce système, à comprendre ce monde que tu prétends revendiquer, que tu veux revendiquer, en faire partie. Tu ne comprends pas comment se passe, tu ne comprends pas le jeu politique. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire la politique? Pourquoi tu te sens obligé de tuer les peuples? Parce que tu veux faire la politique, tu veux faire partie des personnes qui dirigent ce monde, ou assister, ou être à côté, ou assis, ou partager des opinions, ou écouter des conversations qui dépassent ta compréhension. Les questions politiques dépassent ta compréhension. Tu es bête.
D'accord? Qu'est-ce que tu voulais te prouver en allant te pointer dans un studio d'enregistrement et revendiquer 35 000 € jour? Qu'est-ce que tu veux te prouver? À qui? Quoi? Oui, la France, après m'avoir tourné le dos, en tout cas, moi, je peux aller à Londres. Oui, la France, après avoir saisi quelques-uns de mes biens, en tout cas, moi, je peux aller à Londres et je me tape 35 000 € jour d'enregistrement d'un album qui sortira et qui ne va même pas pouvoir me permettre de récupérer ne fût-ce que le 1 millième de cette dépense. Pourquoi? Parce que tu fais des caprices d'un enfant gâté. Tu n'as pas fini de grandir. Tu souffres du syndrome de Peter Pan. Donc, tout cela, c'est pour vous faire comprendre, peuple gabonais, chers frères et sœurs, que nous sommes dans une phase où il faudrait qu'on apprenne à s'orienter sur ce qui est important. Sur Ali Bongo, des sujets, il n'en manque pas et ils n'en manqueront jamais. Parce que les sujets sur Ali Bongo, il y en a. Ali Bongo, c'était un homme qui ne peut pas faire une semaine sans commettre une bourde. Je comprends pourquoi ton père ne t'aimait pas. Je comprends pourquoi ton père ne te détestait. C'est parce que tu étais vraiment un enfant détestable. On comprend mieux pourquoi ton père t'écartait. On comprend mieux. C'est parce que tu n'étais pas une personne digne de foi. Et je ne peux pas concevoir qu'on me dise qu'Omar Bongo aurait fait d'Ali Bongo son successeur. Je ne peux pas concevoir cela. C'est n'importe quoi. Il suffit de voir l'attitude de l'homme dans son âge mûr. Et c'est ce qui est encore plus incompréhensible dans ça. C'est que dans son âge mûr, ça veut dire que l'âge, Ali Bongo a atteint le 3e âge, l'âge de la sagesse. L'âge de la sagesse, c'est là où il se permet de commettre les bourdes d'un enfant de 15 ans. Ali Bongo est capable de grossir une fille et de nier la grossesse. Oui, Ali Bongo est capable de grossir une fille et de nier la grossesse, comme un adolescent. Parce que c'est un homme qui ne s'est pas encore rendu compte qu'il est adulte. D'accord? Donc, lorsqu'on cherche à vous faire comprendre cela, prenez la peine de pouvoir prendre cela en considération. Prenez la peine de comprendre les messages qui sont véhiculés dans ces vidéos. Prenez la peine de pouvoir considérer les messages qui sont véhiculés dans ce complément d'enquête. Arrêtez de faire du culte de la personnalité. Arrêtez. Je vais revenir un peu sur la déclaration de M. Gonjou aujourd'hui. M. Gonjou, selon lui, le pays va mal et c'est les législatives qui vont permettre la remise sur pied de l'économie gabonaise ou du système ou de la situation politique gabonaise. Monsieur Ngonjo, vous êtes fou ou bien vous vous en foutez? Monsieur Ngonjo, vous êtes fou ou vous en foutez? Donc, selon toi, c'est emmener les Gabonais à accepter d'aller aux législatives que la situation dans laquelle est notre pays va pouvoir changer. Donc, si toi et tes compatriotes, tes compagnons, je parle ici de Mimboto et j'en passe, vous êtes prêts à aller aux législatives, c'est pour pouvoir permettre, soi-disant pour pouvoir permettre aux Gabonais de redresser la situation qui est actuelle au Gabon. Mais vous êtes fous ou vous en foutez? Moi, je vais vous poser une simple question. D'abord, on va faire une analyse très simple. D'accord? Quand Ali Bongo est venu en 2009 au pouvoir, vous êtes allé aux législatives, n'est-ce pas? Je vais juste prendre je vais juste prendre la période à laquelle Ali Bongo est arrivé au pouvoir et que il a tripé la dette gabonaise x3. D'accord? Vous êtes allé aux législatives, n'est-ce pas? Vous avez été voté député. Vous avez siégé à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la dette du Gabon a triplé et qu'on sait
je parle de manière officielle, que les budgets d'investissement et de financement sont votés par l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que la responsabilité qui fait que le Gabon aujourd'hui a triplé sa dette ne peut pas être seulement imputée sur Ali Bongo, mais aussi sur les parlementaires. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, vous êtes responsable de cette situation, indépendamment d'Ali Bongo aussi. Donc ça veut dire que, après avoir accepté le vol Ali Bongo de l'élection en 2009, vous avoir permis d'aller aux législatives, vous avoir officialisé au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez été les acteurs directs, puisqu'on considère que vous êtes des personnes, ce sont les députés, les parlementaires qui votent les budgets d'investissement. Donc vous avez été des personnes qui étaient directement acteurs, directement de la situation d'endettement du pays. Et vous nous demandez, alors que le peuple gabonais tout entier est un peu plus d'accord du fait qu'on ne veut plus d'Ali Bongo, vous nous demandez de repartir aux législatives pour officialiser de manière définitive l'imposture à la tête de l'État. Et pour cela, vous nous faites savoir que c'est la seule façon pour pouvoir cette situation. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans votre tête, si jamais on va aux législatives, là maintenant, il est sûr et certain que la situation économique, la situation politique du Gabon va se remettre à flot. Mais lorsque vous étiez aux législatives, vous étiez représentant du peuple au Parlement, pendant le mandat d'Ali Bongo, vous avez su tripler la dette du Gabon. Donc ça veut dire que votre résultat dans cette maison a été négatif. Avant de pouvoir emmener des personnes à pouvoir adhérer à vos points de vue, à votre façon de voir les choses, essayez aussi de refaire un récapitulé sur ce que vous avez eu à faire dans les années antérieures. Donc, moi, je te répète, je te repose cette question, est-ce que tu es fou ou est-ce que tu t'en fous? Donc, arrêtez de nous rabâcher à chaque fois vos histoires d'élections législatives, parce que nous avons bien compris ceci. Moi, c'est selon mon analyse. Monsieur Mimboto et Monsieur comment il s'appelle encore là, Guy Zoubandama, de manière ouverte, contrairement à certaines personnes plus courageuses, mais certainement qui aussi s'en foutent ou sont fous, comme Monsieur René Ndemizogo, ne peuvent pas s'afficher de manière ouverte et aussi officielle en disant d'être désormais acteurs ou partisans ou membres permanents dans le soi-disant gouvernement d'ouverture d'Ali Bongo, parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher ouvertement être partisans de cela. N'étant pas allés au dialogue, ils se reprochent en fait de ça, de n'être pas allés au dialogue, et que certaines décisions pendant ce dialogue soi-disant ont été prises sans leur consentement. Ils se sont totalement écartés. Ils ont tenté de vouloir rectifier le tir en demandant un pseudo second dialogue et humilié par Bilé Binzé, qui leur a clairement déclaré de manière ouverte que ce n'était pas possible. Le dialogue a été fait, c'est fini, on n'a rien à foutre de votre point de vue sur le désir de refaire un second dialogue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont lésés, vexés, rejetés. Alors, on continue toujours à réfléchir sur comment faire pour pouvoir revenir sur l'aspect décisionnel, du pays, en essayant de trouver des voies et des moyens pour pouvoir revenir sur avoir un point de vue politique plus ou moins prépondérant ou plus ou moins important. Donc ici, c'est une manière pour moi de vous faire savoir cela. Excusez-moi. Donc, on trouve alors la stratégie de pouvoir aller aux parlementaires et par cette stratégie pouvoir revenir sur la sphère décisionnelle du pays pour pouvoir avoir encore une opinion plus qu'importante sur les questions
politique au Gabon, mais pas forcément parce que cela va être objectif ou que l'on pourra trouver des solutions à ces problèmes, mais parce que on veut, c'est une forme, aujourd'hui c'est devenu le seul moyen pour des personnes qui n'ont eu autre emploi dans leur vie au Gabon que faire de la politique, de revenir aux affaires. Donc, on cherche à se servir du peuple gabonais, on cherche à se servir de la population gabonaise pour pouvoir, pour pouvoir revenir sur la table des négociations, sur la table des décisions gabonaises, bien qu'on sait qu'on n'a même pas le droit, bien qu'on sait que notre opinion n'est même pas prise en compte. Donc aujourd'hui, c'est assez complexe la situation de notre pays est assez complexe parce qu'il y a des gens qui jouent avec les esprits des gens, il y a des gens qui ne prennent pas cette lutte au sérieux, il y a des gens qui pensent être indispensables sur les questions politiques au Gabon, il y a des gens qui pensent qu'à vie, leurs décisions, leur point de vue politique devrait toujours être suivi ou devrait être toujours privilégié. Alors qu'aujourd'hui, faire la politique, c'est tout le monde qui peut faire la politique. Toute personne qui a la bonne volonté, la mauvaise volonté, qui a quelque chose à dire au peuple gabonais peut faire de la politique. Alors, ces vieux crocosaures qui pensent que aujourd'hui la question politique ne doit tourner que l'intérêt de l'action politique au Gabon ne devrait tourner qu'autour d'eux. Alors, autour d'elle, je pense qu'ils se trompent parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Tout le monde peut avoir un point de vue sur la question politique car tout le monde a la capacité d'analyse, soit sur des décisions vraies ou des décisions fausses qui sont prises par les uns et les autres. Et pour terminer, je vais juste vous demander, je vais demander comme ça à ceux qui ont suivi le complément d'enquête de réessayer de resuivre à seconde fois, de 3 fois ou 4 fois pour comprendre les informations, pour comprendre les points de vue, pour comprendre les orientations que ce documentaire nous offre. Ce documentaire n'est pas là pour déstabiliser seulement Ali Bongo ou au profit de la France. Non, ce documentaire est là pour, comme on dit, faire table rase sur les relations entre la France et le Gabon, sur les relations entre Ali Bongo et le Gabon, sur les relations entre Ali Bongo et la France, sur les relations entre les Gabonais et la France. Donc, il est temps que nous, les Gabonais qui attendions, soi-disant, que la France fasse partir Ali Bongo, que vous preniez conscience que ce complément d'enquête ici, c'est en fait l'arme destructrice d'Ali Bongo contre Ali Bongo et que nous devrions nous en servir à bon escient. Évitez de garder vos yeux fermés sur l'éventualité, sur la réalité, sur les vérités les vérités qui vous sont offertes. Comme un bon stratège, comme un bon joueur d'échecs, essayez s'il vous plaît de considérer que ces données qu'on vous a offertes depuis hier soir sont strictement importantes, strictement nécessaires pour réellement atteindre l'objectif qui nous est obligatoire, notamment celui de faire partir Ali Bongo. Donc c'est un peu ça. J'étais trop long dans cette vidéo, merci de m'avoir suivi et nous restons mobilisés, mais surtout je vous invite à reconsidérer tout ce qui a été dit et fait depuis le 31 août. Revoyez ce qui est important, revoyez ce qui est nécessaire pour la lutte, revoyez ce qui est nécessaire pour la lutte du Gabon, la liberté du Gabon. Et je vous invite, chaque Gabonais, à prendre conscience que la question politique gabonaise ne sera jamais traitée par les étrangers et que ceux qui ont dirigé ou traité la question politique gabonaise comme ils l'ont fait dans les années antérieures, l'heure est venue à nous-mêmes, à cette génération gabonaise, à pouvoir rentrer au cœur de la question politique de notre pays, car si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Donc merci et bonne journée. Ciao.